Je ferme ça. Ah, oui. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau comptoir thématique du CK consacré à la prévention du risque suicidaire en établissement spécialisé en santé mentale. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui avec nous pour animer ce webinaire Madame Marielle Guillot, qui est directrice de la clinique de Saujon, et Françoise Varnier, qui est responsable qualité, gestion des risques et système informatique de la clinique Les Thermes de Saujon, dans les Charentes-Maritimes. Nous avons également le plaisir d'accueillir avec nous Arnaud Fillon, qui est ingénieur responsable de la qualité et de la gestion des risques au centre hospitalier de Cadillac en Gironde, et Martine Jourdain-Bernard, à côté de moi, qui est chef de projet du secteur médico-social au CK. Moi-même, je suis Muriel Zago, je suis chargée de mission sur la mission IGS du CK. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Voilà, ça y est, c'est bon. Pardon, tout va bien. Ok. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, donc, on va parler. On avait déjà eu l'occasion de parler du risque, de la prévention des risques suicidaires lors de différents, lors d'un webinaire précédent. C'est avec la souris qui pense. Voilà. Donc, le 25 novembre 2022, nous avions déjà eu l'occasion de parler de cette problématique. La santé mentale, c'est un thème qui nous tient à cœur au CK et depuis toujours, en fait. Un webinaire a été consacré aux effets indésirables des médicaments psychotropes au mois de mars, en collaboration avec l'OMEDIT. Et le professeur Marie Tournier, et la cadre de santé, Madame Séguineau de Charles Perrin, était venue nous parler donc des suicides en établissement de santé. Alors pourquoi avoir choisi d'en reparler aujourd'hui? Il nous a paru déjà parce que le contexte s'y prête, c'est toujours un sujet de santé publique, et qu'il nous paraissait important de faire aujourd'hui des retours d'expérience, des analyses approfondies des causes de suicide que nous avions faites sur la région, grâce donc à ces retours d'expérience que vous allez nous présenter. Donc, on va parler d'actions d'amélioration qui sont en lien avec ces analyses de suicide. On va parler aussi de contention et d'isolement avec toi, Martine, et on va parler d'aménagement et de postvention aussi, donc un programme très chargé. Ouais. Alors, ce programme, il est ici, et voilà. Vous trouverez aussi, ce qui est important sur ce webinaire, donc ce diaporama restera en ligne à la suite de ce webinaire. Il y aura des documents ressources avec des échelles, des grilles d'évaluation du risque suicidaire et toute une bibliographie. Et donc, les différents diapositives qui vont être présentées seront aussi en ligne. Voilà. Alors, le contexte dont je vais vous parler, c'est un contexte, le suicide, donc c'est toujours un problème de santé publique à un niveau mondial. Selon les dernières estimations de l'OMS, c'est une des principales causes de décès dans le monde, avec en 2019 des chiffres assez éloquents. 700 000 personnes se sont suicidées, soit un décès sur 100. Chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, le suicide est la 4e cause de décès après les accidents de la route et la tuberculose et la violence interpersonnelle. Néanmoins, c'est un sujet qui reste toujours tabou alors qu'il s'agit d'une mortalité évitable. En France, en 2021, il représente 9 200 décès par an, soit 3 fois plus de décès que les accidents de la route. Et le taux de suicide en France est l'un des plus élevés d'Europe, 12,5 décès pour 100 000 habitants, pour une moyenne de 10,3 pour 100 000 habitants, comme vous le voyez. Donc le contexte nous paraissait suffisamment important pour qu'on en reparle. C'est aussi, comment dirais-je, donc la HAS en juillet 2022 a par ailleurs réalisé un rapport en lien avec ces suicides, puisqu'ils ont fait la HAS a fait un travail de recensement. Et ce rapport préconise 3 causes profondes récurrentes identifiées par les équipes dans les déclarations de cas de suicide, tentatives de suicide, qui sont
le manque de sécurisation des locaux, l'absence d'évaluation du risque suicidaire et les défauts organisationnels. Au CECA, depuis 2011, donc il y a eu 53 analyses approfondies de causes de suicide ou de tentatives de suicide dans l'établissement de santé qui ont été réalisées avec la méthodologie Alarme, selon le décret que je rappelle du 25 novembre 2016. Pardon. Alors, après ce rappel du contexte, je vais laisser la parole à Madame Guillot et à Madame Varnier qui vont nous présenter leur retour d'expérience à la suite d'analyses au sein de leur établissement, la clinique Les Thermes de Saujon. Donc, je vous laisse la parole et je vous laisse prendre le micro et je vous remercie. Merci Muriel Zago. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par se présenter. Je suis Marielle Guillot, je dirige les cliniques de Saujon. Donc, c'est en Charente-Maritime, à côté de Royan. Et Françoise Varnier, donc, comme l'a dit Madame Zago, donc je suis responsable qualité et également responsable du système d'information et de la gestion du parc informatique. Alors, on va commencer par vous faire une petite présentation des cliniques de Saujon. Donc, les cliniques de Saujon, ce sont 2 cliniques. La clinique Villa du Parc, qui compte 81 lits d'hospitalisation complète, et la clinique Hippocrate qui compte 57 lits d'hospitalisation complète. Et on a eu récemment une autorisation pour un hôpital de jour et donc on est en cours de déploiement. On a également depuis 2017 une unité Jean Delay dédiée à la prise en charge des troubles bipolaires au sein de la clinique Villa du Parc. Voilà, donc en tout, on a 138 lits autorisés. On est en milieu ouvert, donc les patients sont libres de circuler en journée entre les distributions de médicaments, les activités de psychoéducation, les ateliers. Donc on accueille plutôt des patients avec un profil à risque modéré, on va dire, puisque nous n'avons pas d'unité fermée. On accueille essentiellement des troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles bipolaires, voilà, état dépressif, essentiellement. Peu de pathologies psychotiques ou stabilisées. Donc, nous avons eu des EIGS, dont un en mai 2022. Merci pour la diapo. Donc, on a déclaré plusieurs IGS. On a eu des inspections de l'ARS à la suite de ces déclarations. Et des recommandations nous ont été faites, notamment celle de nous rapprocher du CECA, puisqu'on en avait juste entendu parler, mais il n'y avait pas encore de lien établi avec le CECA. Et on a eu la bonne idée de les contacter en mars 2022. On leur a demandé de nous accompagner dans l'analyse des causes profondes de 2 EIGS et de nous former à la méthode Alarme. Donc en mai 2022, nous avons fait cette première rencontre. On a analysé 2 EIGS. On a envoyé le rapport et le plan d'action. Donc Madame Varnier vous parlera après du plan d'action. Et en juin 2022, nous avons eu la formation Alarme et nous avons procédé à l'analyse d'un événement indésirable grave qui est survenu en mai 2022, selon la méthode Alarme. Et ça nous a permis de mettre en place un plan d'action qui a été suivi, bien sûr, par la suite et adressé aussi à l'ARS. Passer la diapo. Donc, c'est vrai que pour nous, ça a vraiment été un retour gagnant, cette collaboration avec le CECA. C'est vrai que, comme l'a dit Madame Guillot, on a eu plusieurs EIGS sur une période relativement courte, alors que les années précédentes, ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas d'événements indésirables. Et dans ce cadre-là, on était un peu démunis au niveau de l'analyse. C'est vrai qu'on avait une gestion des risques, mais voilà, on avait besoin vraiment d'une aide extérieure, d'avoir un regard extérieur. Ça a vraiment été très, très important. Et ce qu'on a vraiment apprécié au niveau de notre collaboration, c'est les échanges, le retour d'expérience, et toujours avec la bienveillance
qui était vraiment très, très présente. Pas de jugement, voilà, c'était vraiment très, très agréable. Donc voilà, ça nous a donné aussi des outils. Donc c'est vrai que au niveau de la formation, il y avait aussi c'était multiservice, multiprofession. Donc on a eu des médecins qui ont participé, mais plutôt les soignants. Et c'est vrai que ça a permis d'impulser vraiment une culture qui manquait, voilà, qui était juste à porter. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi, alors on a on va dire, les éco-sceptiques, on a des qualités sceptiques et on a des personnes convaincues. Et c'est vrai que les intervenants du CK savent parfaitement s'adapter, voilà, à ces différents publics. Merci. Donc voilà, et ça a permis vraiment une explication, une réflexion collective. Et donc les outils qu'on a pu avoir, c'était quand même, voilà, on a l'analyse alarme avec la grille, donc qui permet quand même d'avoir vraiment un déroulé, et en le suivant, ça permet une analyse vraiment du début, même avant, jusque l'événement. On a également donc le compte-rendu d'analyse qui est vraiment structuré et qui permet de suivre pas à pas tous les facteurs influents, les barrières qui n'ont pas été mises ou des barrières qui étaient mises mais qui n'étaient pas suffisantes. Et puis également, donc, l'outil, j'aurais dû aller dans l'autre sens, un outil pour préparer la réunion aussi, donc pour préparer toutes les analyses. Et donc, depuis, alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est vrai que, alors, très heureusement, on n'a pas eu de nouvelle EIGS depuis, mais on a quand même conservé donc cette pratique de l'analyse des événements indésirables maintenant au cœur de notre culture de gestion des risques associés aux soins. On a mis en place un CREX mensuel, donc tous les premiers. Et on a vraiment structuré en fait nos méthodes. C'est peut-être ce qui manquait. Et là, on utilise vraiment des méthodes alarmes pour les EIGS et puis Orion pour nos CREX, avec vraiment un déroulé très structuré et des supports pour faire cette analyse dans l'ordre chronologique et par facteur. Et c'est vrai que donc à chaque réunion de CREX, on choisit un événement indésirable qui s'est passé. C'est un binôme interservice qui prend en charge donc le pilotage de cette analyse et qui est présenté au CREX le mois suivant. Donc voilà. Alors c'est des événements indésirables soit qui se répètent, qui sont pas mais qui sont pas graves mais qui sont récurrents, donc il faut qu'on les prenne en compte bien sûr, soit donc des choses qui nous semblent plus sensibles et donc voilà, on choisit ensemble en groupe l'événement qu'on analyse. Donc on a mis en place bien sûr dans le plan d'action qui nous avait été recommandé par le CK, pas imposé, recommandé. Et c'est vrai qu'on a pris la plupart de toute façon des recommandations. Donc au niveau du parcours du patient, bien sûr, on a modifié notre politique d'admission. Alors c'est pas vraiment une politique, mais on s'assure vraiment, on est, comme Marielle Guillot le disait, on est une clinique ouverte, donc on ne peut pas sécuriser les gens, ils sont libres de leur mouvement, la liberté d'aller et venir des patients, c'est un droit fondamental pour eux, hein, donc on ne peut pas les fouiller entre guillemets chaque fois qu'ils reviennent, donc il faut qu'ils sortent en ville et qu'ils reviennent, donc il faut vraiment bien connaître la patientèle qu'on reçoit. Et donc, on a mis en place donc une préparation donc à l'admission avec une analyse. On a une personne référente du risque suicidaire. Donc, c'est une personne qui analyse toutes les demandes d'hospitalisation qui potentiellement présentent un risque. Donc, avec contact auprès du patient, contact auprès du psychiatre et du médecin traitant. Donc, pour voir si notre structure est compatible avec l'hospitalisation des patients.
Donc voilà, on a aussi eu par le passé de mauvaises expériences avec les transferts depuis d'autres établissements. Donc là, on a également mis en place quelques verrous avec obligation d'avoir le traitement en cours, la lettre de liaison, enfin toutes les informations. Et pas seulement tout va bien, vous pouvez prendre le patient. Voilà. On a mis en place voilà, ces barrières-là qui nous permettent d'avoir des éléments protecteurs pour les patients qu'on accueille. Ensuite, pendant l'hospitalisation, donc on a mis en place, on le faisait, mais ce n'était pas suffisamment tracé, on s'en est rendu compte, et ce qui fait que l'information n'était pas forcément disponible à tous les professionnels. Donc on a vraiment structuré la surveillance du risque suicidaire. Hein. Donc dès l'arrivée, on a mis en place une échelle maison, qui est l'échelle brève suicidaire, hein, qui a été élaborée par nos psychiatres, qui reprend donc des critères d'évaluation, et selon le score, la personne donc référente du risque suicidaire est contactée et prend en charge et voit si les mesures qu'il y a à prendre par rapport au suivi du patient, en collaboration bien sûr avec le psychiatre. On a mis en place aussi là tout récemment alors ce que nous on appelle un écran bilan mesure, qui est un formulaire donc qui permet aussi d'évaluer le niveau de risque du patient par rapport au risque suicidaire. C'est un protocole en fait. C'est un protocole de surveillance de niveau suicidaire avec différents niveaux. On a trois niveaux. On a un premier niveau donc où là le prix, alors la personne référente du risque suicidaire, et le psychiatre donc décide des actions à mettre en place. Un deuxième niveau où c'est un peu plus la surveillance est plus rapprochée, et un dernier niveau où là on statue sur le fait que on n'est pas en capacité, notre structure n'est pas en capacité de protéger suffisamment le patient, et on organise un transfert vers l'hôpital de secteur. Donc voilà, on a aussi tout un plan d'action sur la sécurisation de nos locaux. Oui. On a un plan de rénovation des chambres, et du coup on a pris en compte, on a évalué tous les risques dans la chambre avec les soignants. On a fait venir tous les professionnels amenés à intervenir dans la chambre pour vraiment sécuriser au maximum et essayer de réfléchir à tous les risques. Et on a fait une chambre témoin avant de déployer plus largement la rénovation des chambres pour justement évaluer à la fois le risque suicidaire et les conditions de travail pour tous les professionnels, que ce soit les professionnels soignants ou de ménage. Et à la base, à l'appui de cette chambre témoin, on va déployer la rénovation des chambres dans les 2 cliniques. Et c'est vrai que le CK nous a également apporté son aide à ce niveau en nous donnant les contacts, pour avoir des informations voilà, sur les… Alors, on n'aura pas une chambre sécurisée comme on peut l'avoir dans un hôpital psychiatrique fermé, mais voilà, d'avoir au maximum éviter la tentation. Voilà. Éviter l'objet qui pourrait tenter le patient, puisqu'on sait que ça peut être parfois voilà, une impulsion qui mal à se contrôler. Donc voilà. On est très, très content de notre collaboration. On la trouve vraiment très agréable. On est vraiment dans l'échange et dans l'échange, dans la vraie qualité gestion des risques, dans le fait on discute et on voit ce qu'on peut améliorer, voilà, ce qui va, ce qui devrait aller mieux et ce qu'on va faire. C'est une aide pour nous parce que, bon, professionnels de la qualité de gestion des risques, je pense que nous, on est convaincus, mais d'avoir justement une parole extérieure pour porter les messages et faire des retours d'expérience. On peut entendre oui, mais on est en psychiatrie. Oui, mais en psychiatrie, ça peut aussi se passer différemment. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. C'est très enrichissant et on regrette absolument rien. Voilà. Merci infiniment pour ce témoignage. Hein. C'est un retour. Oui, c'est un bon retour. Ça nous fait très plaisir. Moi, je tiens quand même aussi à rappeler que nous étions accompagnés par le docteur médecin psychiatre Paul Tassou, hein, qui nous accompagne depuis
l'année dernière sur ces analyses et bon, il n'est pas là pour nous écouter ni pour nous accompagner, mais en fait, voilà, je voulais aussi lui rendre hommage et dire à quel point le fait d'avoir un expert, un médecin psychiatre à nos côtés, ça participe de l'amélioration des pratiques. Et je voulais vraiment vous saluer aussi parce qu'on voit que vous avez vraiment repris à la lettre toutes les actions d'amélioration qui avaient été définies au cours de ces analyses. Et c'est extrêmement intéressant de voir ce retour d'expérience de votre part. Vraiment, on voulait vous remercier. Puis mettre en avant aussi toutes les initiatives, c'est-à-dire le référent PRIS, ça c'est quelque chose, c'est-à-dire la personne référente du risque suicidaire au sein de votre établissement, c'est quelque chose qui est rare, et donc je trouve que c'est exemplaire, c'était intéressant de le dire. Tout ce que vous avez cité concernant les problématiques en lien avec les transferts, avec les dossiers qui sont incomplets, qui sont souvent des facteurs latents que l'on retrouve dans nos analyses, perdre des informations à l'arrivée des patients et lors des transferts. Et ça augmente, ça participe, comment dirais-je, à la perte d'informations et à l'augmentation du risque de non prise en compte du risque suicidaire. Et ça, vous l'avez très bien ciblé. La structuration, l'utilisation des échelles, comme vous l'avez dit, et l'évaluation du niveau, comme vous l'avez fait encore une fois, ça aussi, ça fait partie, l'évaluation, on le verra tout à l'heure si on a le temps, mais l'évaluation de ce risque est essentielle et la traçabilité, encore une fois, de ces données sont essentielles. Mais là, je vais laisser la parole parce que le temps file. Peut-être Arnaud Fillon est-il là, non? Alors, je vais te laisser la parole, Martine, pour que tu continues parce qu'on va aussi parler d'aménagement et donc, ça fait le lien. En tout cas, merci encore pour votre témoignage. Et on voulait aussi souligner votre disponibilité, votre activité et on vous en remercie. C'est des fleurs aujourd'hui. Oh, mais ça fait du bien. C'est le JVS. Ouais. Ok. Alors, on fait peut-être une petite vérification avec Monsieur Fillon. Peut-être, oui. Ouais. Alors, je vais avancer. Ouais. Tu peux me prendre la souris? Oui, c'est Arnaud Fillon. Ah, c'est Arnaud. Voilà. On a du son. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va dire. Je vous ouvre. Oui. Juste un instant. Ah bon, d'accord. Arnaud, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu Bonjour. nous entends, Arnaud? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, vous Voilà, m'entendez? donc, oui, on t'entend très bien. Ok, Du coup, bon, je te merci, laisse- parce que je vous entends absolument pas, moi, de mon côté. Bon, mais c'est pas grave, on va faire ça. Oui, donc je vous présente un travail qu'on a réalisé ici au centre hospitalier de Cadillac. Ça remonte à quelques années déjà. C'était un travail qu'on avait initié suite à plusieurs passages à l'acte suicidaire. On avait eu toute une série comme ça, dont certains avaient été assez graves. Et donc, au vu de la récurrence en fait de ces passages à l'acte, on avait décidé de mener une veille en fait sur les tentatives de suicide, et donc apporter après sur une analyse statistique. Et donc sur comment dire, bon, tout d'abord la première chose qu'on avait décidé de faire, c'était de demander à l'ensemble du personnel de signaler systématiquement tous les passages à l'acte suicidaire dans les murs de l'hôpital. Donc, ce qui a été fait, on avait produit une fiche d'événements indésirables spécifique pour ça, etc. Voilà, enfin, ce qui est relativement classique maintenant dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, on a fait une veille ensuite de tous les passages à l'acte patents, en tout cas les plus graves, qui ont été réalisés. Alors, je ne vous donne pas les chiffres exacts pour des raisons de confidentialité. Mais comment dire, on a fait cette veille-là sur plusieurs années, sur 4-5 ans à peu près, et on en est arrivé à plusieurs, presque, on va dire, plus d'une centaine de fiches relatant des passages à l'acte suicidaire comme ça. Et dedans, on a analysé donc les modalités de passage à l'acte. En l'occurrence, on en est arrivé à la conclusion que 80% des passages à l'acte se faisaient par pendaison ou par autostrangulation. Voilà. Les 20% restants étant des intoxications médicamenteuses volontaires et des phlébotomies, donc des patients qui se tailladent par exemple, etc. Voilà, sachant que pour les IMV, ça concernait essentiellement des patients en HL qui apportaient avec eux leurs propres médicaments pendant l'hospitalisation, qui les cachaient, et que donc ces causes-là sont quand même relativement compliquées à détecter. Et ensuite, statistiquement parlant, on en a conclu qu'il y avait, comment dire, à peu près dans 75% des cas,
les tentatives de suicide avaient lieu dans les salles de bain ou dans les toilettes. Voilà, c'est-à-dire des zones refuges en fait où les patients se cachent, où ils ne peuvent pas forcément être vus des soignants. Voilà. Ce qui était important dans cette étude-là, ça soulignait aussi l'importance de la présence soignante, puisque bon, parmi ces dizaines de fiches, en fait, on a eu quand même très peu de décès à l'intérieur. Enfin, malheureusement, il y en a eu quelques-uns. Mais ça veut dire que tous les autres passages à l'acte, en fait, ont été interceptés par la surveillance soignante ou par d'autres patients qui étaient présents éventuellement, si c'était en chambre double, par exemple, comme ça. Et voilà, et donc ça souligne effectivement l'importance de cette surveillance soignante, sachant qu'il y avait une période qu'on avait identifiée comme étant particulièrement à risque et sur laquelle ensuite, dans une procédure en fait liée à la surveillance du risque suicidaire, on a insisté en fait sur la période de 4 à 6 heures du matin, parce que c'est souvent le patient qui peut avoir des insomnies par exemple, etc., et qui au bout de la nuit risque de passer à l'acte justement avant le début du matin. Donc, on a intensifié effectivement la surveillance à ces horaires-là. Puis sachant qu'aussi le début de l'hiver, il y avait une forte proportion des tentatives qui survenaient au début de l'hiver. Voilà, donc ce faisant, partant de ces conclusions, notamment de celle qui nous a conduit à conclure qu'il y avait à peu près 80% des passages à l'acte qui étaient liés aux pendaisons ou à des autostrangulations, on a décidé de mettre en place un plan d'action. Puisque sachant que bon an, mal an, de toute façon, on allait avoir forcément des tentatives de ce style-là. Donc, on a mis en place toute une stratégie, on va dire, de prévention et de protection par rapport à ça. Donc, tout d'abord, on a pris pour référence le guide d'évaluation du risque de suicide, qui est un guide canadien que la PRAJ nous avait conseillé à l'époque, suite à plusieurs analyses approfondies des causes que la PRAJ était venue faire avec nous. Et donc, dans le plan d'action, en gros, il y avait 3 choses. Il y avait d'abord une procédure d'évaluation d'admission et en cours d'hospitalisation, avec une conduite à tenir en fonction de différents niveaux de risque qui pouvaient être identifiés, avec des grilles d'analyse, etc. Et ensuite, avec à la clé, en fonction du type de risque ou du niveau de risque identifié, une thérapeutique adaptée, une limitation des effets personnels et de certains droits aussi, comme le droit, par exemple, de téléphoner à des proches et autres, et une surveillance plus ou moins resserrée. Donc ça, c'était la première partie. Donc je n'insiste pas dessus parce que c'est relativement classique. Je pense qu'à peu près tous les hôpitaux psy maintenant ont des procédures de ce style-là. Donc je passe rapidement. Ensuite, ce qui était un peu plus particulier, c'est qu'on a mis en place des améliorations au niveau des équipements et au niveau architectural dans les unités. Donc tout d'abord, après, on a défini un protocole anti-suicide, si on peut dire, ou qu'on appelle plus pudiquement chez nous de sécurisation du patient. Donc, on a défini un kit anti-suicide. Alors, je vois qu'il y a une erreur, pardon, excusez-moi, sur ma diapo, en fait. Donc, on a défini un kit anti-suicide, c'est-à-dire qu'on a, rédigé un petit document dans lequel on a regroupé tout un tas de vêtements et de matériel qui pouvaient permettre justement d'empêcher des passages à l'acte comme ça, dont des couvertures indéchirables, par exemple, pour éviter que les patients se nouent autour du cou, des tuniques, pareil, avec lesquelles on ne peut pas faire de nœuds, des chargeurs de téléphone portable et des cordons très courts, des porte-manteaux, par exemple, avec des accroches qui se baissent, etc., etc. Voilà. Donc, on a défini ces kits-là. Et puis ensuite, on a équipé chaque unité en fait avec un kit en fonction de leurs besoins. Effectivement, on a modulé les types de kits en fonction des unités par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et ensuite, l'autre, voilà, donc c'est bon, c'est moi qui m'étais mélangé. Voilà, donc là, ça va être la diapo suivante. Alors, si on peut passer. Très sensible. Voilà, ça y est, ça va. Voilà, et ensuite, on a défini des modalités de sécurisation des chambres, puisqu'on a vu qu'effectivement, dans les chambres, il y avait beaucoup de possibilités de matériel de passage à l'acte. Donc, les possibilités matérielles de passage à l'acte, ça peut être un crochet, par exemple, pour un vasistas, qui est un point d'accroche haut, ça peut être une poignée de porte, ça peut être même un robinet, ça peut être un pied de lit. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça ça peut être un cordon de douche aussi, qui était plus ou moins, pousse au crime par rapport à ça.
Donc, ce qu'on a fait, c'est que tout d'abord, nous, à Cadillac, on a à peu près une vingtaine de services d'hospitalisation complète. Donc, on a d'abord hiérarchisé les services parce que forcément, on ne pouvait pas allouer comment dire, de l'argent pour toutes les améliorations possibles. Donc, on a hiérarchisé les services en fonction des populations accueillies et de leur risque de passage à l'acte. Donc, on a des unités, par exemple, où 90 ou 95% des patients viennent pour ça. Donc, notamment les unités HL. Et puis, on a d'autres unités avec des patients sans consentement où, effectivement, par contre, voilà, il y a moins de possibles, il y a moins statistiquement, il y a moins de passages à l'acte. Par contre, effectivement, les passages à l'acte sont souvent beaucoup plus radicaux dans les unités où il y a des populations hospitalisées sans consentement. Donc, ça bémolise un petit peu la hiérarchisation qu'on a fait, mais bon, il fallait bien en faire une. Donc, on a commencé par la hiérarchisation des services HL. Et dedans, on a, comment dire, mis en place une stratégie par unité qui consistait à, comment dire, à permettre de sécuriser un nombre optimal de chambres de manière intégrale. Donc là, c'était de 1 à 4 maximum par unité. Et puis, pour les autres chambres, à supprimer les possibilités de passage à l'acte patent, en fait. C'est-à-dire, c'est à peu près tout ce qui correspond des points d'accroche hauts, qui donne donc des possibilités de pendaison et tous les objets potentiellement tranchants existants, donc tous les miroirs par exemple, les lampes et autres, quoi. Voilà, donc partant de là, effectivement, chaque cadre de chaque unité a pu identifier 1 à 4 chambres et puis après un certain nombre d'interventions de la part des services techniques pour pouvoir effectivement supprimer tout ce qui était vraiment patent et qui pouvait permettre des passages à l'acte de manière facile, comme les cordons de douche par exemple, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Attendez, excusez-moi, est-ce qu'il y a une diapo après encore? Je ne me rappelle plus. Oui, il y a Ouais. tout ça. Voilà, donc ce faisant, il y a ce petit document, effectivement, on a créé 2 petits documents. Il y en a un qui regroupe tout ce qu'il faut pour, comment dire, pour essayer de sécuriser du maximum les chambres. Donc ça part effectivement depuis, comme on voit ici là, depuis des serrures et des loquets sur lesquels il n'y a pas de point d'accroche possible. Et puis ensuite sur les kits, tout ce qui peut être couverture, etc. Voilà, ça c'est les porte-manteaux par exemple. Donc ça, il faut savoir que c'est des documents qui sont assez anciens quand même. Donc ceux-là, on ne vous les passera pas forcément parce que c'est des documents qui ont quand même plusieurs années, enfin, notamment pour la chambre. Après, pour le kit anti-suicide, effectivement, voilà, on avait donc des lits sans pieds comme ça. Après, des cylindres aussi pour s'asseoir ou pour faire table, des poufs, etc. De manière à éviter effectivement tout point d'accroche. Voilà. Voilà, donc y compris de la vaisselle incassable, des couverts qui se tordent, des chargeurs à cordon court par exemple, et d'autres choses encore. Voilà. Donc après, mais chaque unité a créé son propre kit et chaque unité a défini son plan de travaux par rapport aux priorités qui avaient été définies. Voilà. Bon, j'ai à peu près terminé en fait de ce que j'avais à dire. Alors ça fait un petit peu bizarre en fait, je me sens un petit peu seul à parler parce que j'entends rien du tout. Mais... Merci Voilà, beaucoup, j'espère qu'il y a des Arnaud. questions peut-être ou des commentaires. Non, peut-être des questions. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Oui, c'est vrai que sur le chat, voilà, question sur le chat. Tu peux regarder. Ouais. Allô? Oui. Ouais. Je sais, une question. Tu vois, là où tu es. Ouais. Plus là, plus là, plus là, plus là, plus là, plus là. Dans le gris, non, dans le gris, en bas. Sur la droite, sondage, question. J'ouvre. Sur la situation à gauche. Ok. D'accord. Pas de questions pour le moment, non? Donc, on va. Rebonjour, Françoise Varnier à l'appareil. Moi, j'aurais une question par rapport au kit que vous mettez dans les unités. Ce sont des unités ouvertes, fermées? Est-ce que les patients, voilà, comment ça se passe avec les patients? Quel est le retour des patients? Alors, j'ai cru comprendre. Ouais. Alors, c'est pour savoir dans quelles unités, quel type d'unité tu es concerné, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est ça.
Ouais. Alors, ben, il y avait les deux types d'unités qui étaient concernées. Alors, on a surtout privilégié dans un premier temps les unités ouvertes, puisque c'est là où il y a des patients HL et donc à peu près 95% des patients accueillis, en fait, ils viennent suite à des tentatives de suicide. Donc, effectivement, on a d'abord privilégié ces unités-là. Ensuite, je vous dirais pas que tout ce qui a été demandé a été fait, quoi. Loin de là. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais pas tout. Et en l'occurrence, dans les unités HL, c'est celle-là où on avait prévu de sécuriser de manière optimale un maximum de chambres. Voilà, c'est-à-dire il y en avait à peu près 3 ou 4 dans chaque unité HL. Bon, effectivement, après, voilà, il y a des choses qui ont été faites et d'autres pas. Et sinon, ça concernait aussi donc les autres unités où les patients étaient hospitalisés sans consentement, donc unités fermées. Mais dans les unités fermées, on a effectivement, il n'y a pas eu autant c'était plutôt 1 ou 2 chambres sécurisées qui avaient été retenues. Voilà, c'est à peu près la différence entre les deux. Après, pour ce qui est la suppression des possibilités de passage à l'acte patent, c'est-à-dire essentiellement la suppression de tous les points d'accroche hauts, et des possibilités de casser aussi, de briser du matériel, voilà, pour se trancher, par exemple, je sais pas moi, les veines, les carotides, etc., quoi. Ça, effectivement, ça a été fait dans les deux types d'unités. Voilà. Ok. Oui, est-ce qu'on a répondu à votre question, Madame Varnier? Oui? Oui, oui, tout à fait. Et alors, je m'interrogeais, mais je pense avoir compris, HL, c'est hospitalisation libre. Les patients vont et viennent. Oui. Ouais. Voilà. Alors, j'ai une question là de la part de Camille Géant, qui est responsable qualité. Voilà, donc après, il faut savoir que alors, du coup, je m'entends en écho maintenant. Ah ouais, pardon, excuse-moi, je vais enlever le téléphone. Voilà, faut savoir que depuis, en fait, là, on ne traite vraiment que de la partie équipementaire, hein. Mais au-delà de ça, il y a une procédure donc effectivement d'évaluation du risque suicidaire à l'admission et de surveillance et et de conseil en termes de thérapeutique pour les médecins et puis donc de surveillance aussi pour les infirmiers. Voilà, c'est ce qui fait quand même le gros du dispositif de prévention. Quand même, il est essentiellement dans la procédure. Et puis derrière, on a aussi nous un programme de formation, etc. Voilà. Mais là, j'aborde que la partie architecturale et équipementaire en fait. C'est celle-là qui est un petit peu, qui n'a pas forcément été reproduite ailleurs, je sais pas. D'accord. Merci Arnaud. Du coup, je continue parce que là, on a une question de Camille Géant qui est responsable qualité de le PSM La Sarthe, oui, et qui est une question pour la clinique de Saujon, en fait. Accepteriez-vous de nous partager cette échelle et ce protocole à 3 niveaux? Mais écoutez, le mieux, c'est peut-être de laisser vos coordonnées sur ce chat, Madame Géant, et puis on vous répondra. Hein, on fait comme ça, si vous en êtes d'accord. Okay. Voilà. Bon, mais pas d'autres questions. On va peut-être laisser à présent la parole à Martine Jourdain-Bernard, qui va nous parler toujours un petit peu dans ce thème de l'aménagement des locaux, voilà, du risque suicidaire en établissement de santé mentale. Je te laisse la parole. Oui. Donc effectivement, vous allez voir qu'on va reprendre des points que vous venez d'expliciter et voilà, vous êtes rentré tout de suite dans le concret. Moi, je voulais juste vous faire un retour qui va être assez bref, assez synthétique sur une démarche qu'on a menée en 2022 au CK avec plutôt 22 centres hospitaliers de Nouvelle-Aquitaine, donc qui sont habilités à recevoir des personnes sous contrainte, donc bien sûr en santé mentale. Et le sujet qui était commun à ces différentes actions qu'on a ici sur la diapo, c'était travailler sur l'isolement et la contention. Vous allez me dire, le lien isolement-contention, risque suicidaire, il n'est pas évident. Ceci dit, on sait par l'analyse des EIGS qu'il y a un certain nombre de suicides réussis ou non qui se passent en chambre d'isolement pendant des moments d'isolement. Donc le lien, il est là, mais il est surtout, enfin là où je voudrais insister, c'est qu'il m'a semblé, quand on regarde de façon assez macro les actions qu'on a menées en 2022 avec ces établissements, il y a un certain nombre de mesures que je vais dire préventives qui sont une manière de ne pas arriver à une crise et donc de ne pas arriver à une mesure d'isolement et de contention, parce que c'était bien de ça qu'il s'agissait, c'était réduire au maximum, voire supprimer, si on peut, ces pratiques qui sont attentatoires à la liberté, bien sûr, d'aller et de venir. Donc, comme je vous disais, je vais un peu mettre un coup de projecteur sur des mesures qui me semblent intéressantes, qui ont semblé intéressantes aux équipes sur l'isolement et la contention, mais qui peuvent aussi agir en matière préventive sur le risque suicidaire.
Donc là, c'est une diapo très générique pour vous dire que c'est une démarche qui a duré quasiment une année et que concrètement, ces espaces d'échange ont pu émerger, ces solutions que je vais exposer, elles ont émergé à globalement 4 occasions. Une visite apprenante, c'est-à-dire une visite d'établissement par d'autres CH. D'autre part, une communauté de pratique qui est en définitive un lieu d'échange virtuel, dans le sens où les personnes ne sont jamais vues physiquement, mais ont eu l'occasion d'échanger de façon organisée et animée par un psychiatre et moi-même en visio. Et puis, on a eu l'occasion de réaliser avec une collègue ici médecin au CK des patients traceurs et on pense que c'est assez, peut-être pas innovant, mais en tout cas assez inédit, des patients qui avaient été placés en isolement un certain temps. Et enfin, tous ces apports qui ont été mis en commun lors d'une rencontre régionale qui a eu lieu le 13 décembre dernier, où étaient présents d'autres partenaires, donc l'Observatoire régional de la santé, l'OMEDIT, qui avait travaillé sur les traitements médicamenteux cas de crise, et un cabinet qui s'appelle KORS, KHORS, qui a travaillé sur justement ces aménagements. Alors, quelles sont ces mesures préventives qui ont été identifiées à différentes occasions? Eh bien, tout d'abord, quelque chose qui relève, que vous avez tout à fait évoqué, bien sûr, qui relève de l'aménagement des locaux. Donc là, j'ai juste repris une diapo de ce cabinet d'architectes qui a visité et observé 6 établissements de santé mentale de la région. Et donc, ses conclusions, c'est qu'en gros, les espaces, d'une manière générale, en santé mentale, sont relativement peu humains, neutres, et ils ont relevé un certain nombre, on va dire, de défauts, de points d'amélioration. Voilà, pas toujours de réflexion sur l'usage de l'espace, des espaces extérieurs qui sont un petit peu là aussi déshumanisés, sans vie, etc., où tout n'a pas été pensé, notamment la lumière, la température en cas de, notamment l'été, de la promiscuité, un mélange parfois de public et des espaces d'apaisement qui malheureusement demeurent assez peu fréquents. Et toute une réflexion ce cabinet, vous allez le voir sur la suite, relève que le côté sensoriel de l'environnement n'est pas pensé et c'est le cas, donc c'est pour ça qu'il recommande en fait, pardon, j'ai été un peu trop vite, il recommande finalement de sensorialiser tout ça, y compris les chambres d'isolement, c'est-à-dire pas seulement les lieux collectifs où on va circuler, mais aussi là où les personnes vont être en hypostimulation. Alors ça a donné lieu à des débats, donc je vous rapporte ce qui a été dit, donc des préconisations en termes architecturaux avec des salles bien délimitées pour tout ce qui est salle à manger, salle de sport, activités qui soient ouvertes sur l'extérieur. Et l'idée, c'est que la zone d'isolement, donc les chambres d'isolement, donnent directement avec un sas, bien sûr, en bord de l'unité, c'est-à-dire près de l'arrivée ou éventuellement de la sortie d'une ambulance quand la personne arrive en crise. Ça, c'est sur les locaux en général. Mais le cabinet KORS a aussi visité les chambres d'isolement et a fait un certain nombre de constats qui sont globalement les mêmes, si vous voulez, que sur les locaux en général, mais de façon plus pensée et voulue. C'est-à-dire que cette privation sensorielle est davantage revendiquée. Je vous dis, lors de la rencontre régionale en décembre, ça a donné lieu à des échanges avec la salle. Donc ça, ce sont les conclusions et les préconisations du cabinet KORS. Ceci dit, la communauté médicale, pour certains d'entre eux, en tout cas, certains médecins revendiquent, j'allais dire, ou mettent en avant le fait que la chambre d'isolement doit être un lieu d'hypostimulation. Donc ça, c'est un petit peu un sujet de débat. Mais je pense que ça peut aussi, la réflexion sur les locaux, mais vous l'avez dit, la réflexion sur les locaux en général et sur les chambres, bien sûr, en supprimant un certain nombre d'éléments, peuvent évidemment réduire le risque, c'est une évidence. Voilà. Donc ça, ce sont les préconisations par rapport relatives aux chambres d'isolement elles-mêmes. Donc ce cabinet va jusqu'à la préconisation de la possibilité de mettre de la musique avec un haut-parleur, également permettre que la luminosité soit différenciée et réglée par quelqu'un qui soit à l'extérieur, par des soignants de l'extérieur, pour être adapté au rythme jour-nuit, et va jusqu'à proposer une stimulation, y compris sur le plan de l'odorat. Alors, ce qui était aussi recommandé, c'est que la température puisse être réglée de l'extérieur par les soignants et bien entendu donner des repères dans le temps. Bon, ça fait partie de recommandations de la HAS, de façon à ce que la personne puisse savoir où elle est en temps de date, mais aussi jour dans la semaine et quelle heure, après-midi, matin, etc.
Voilà. Donc ça, c'était des mesures, j'allais dire, préventives d'ordre assez générique, mais qui peuvent bien entendu agir sur le risque suicidaire. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors maintenant, il y avait une autre partie de l'étude de ce cabinet qui portait sur les espaces d'apaisement, qui sont donc, ben, ça, je ne vous apprends rien, mais qui sont à distinguer bien sûr des chambres d'isolement. C'est des endroits où le patient va aller volontairement s'apaiser. Donc là, pour le coup, en général, on est sur des espaces avec des couleurs un petit peu douces, une lumière qui est travaillée. Et donc là, l'idée, c'est justement, d'après le cabinet, de resensorialiser là avec des sensations plutôt agréables pour voilà, baisser la pression intérieure. Voilà. Donc là aussi, la possibilité d'avoir mais là, c'est le patient qui choisit, hein, ce ne sont plus les équipes soignantes, mais le patient choisit de se rendre dans ces lieux et éventuellement d'y apporter de la musique, des stimulations olfactives et visuelles. Voilà. Donc, il a été cité lors de la rencontre régionale, la possibilité d'avoir des papiers peints, muraux avec différentes textures, etc., ce qui va donner une ambiance relativement apaisante. Ce que je voulais juste amener comme élément supplémentaire par rapport à un espace d'apaisement tel qu'on peut le concevoir un petit peu théoriquement, c'est qu'il existe des espèces d'alternatives ou de variantes. On a parlé dans la communauté de pratique de tipis ou d'igloo, qui sont en définitive des lieux un petit peu symboliques où la personne elle aussi va pouvoir se retirer. Et c'est des lieux qui sont bien identifiés par l'ensemble de la communauté, que ce soit soignant ou soigné. Alors les règles peuvent varier, hein. Est-ce qu'on peut y accéder à tout moment? Est-ce que c'est à la demande? Est-ce que le temps est compté? Est-ce qu'on demande un retour après l'expérience dans cette pièce, etc. Tout ça est laissé, bien sûr, il n'y a pas de copyright ou de règles qui valent pour tous, mais c'est toujours intéressant de disposer de cet espace. Une troisième mesure préventive, donc pour ne pas arriver à ces crises violentes et qui peuvent aller jusqu'à l'isolement, c'est une expérience qui a été menée sur plusieurs centres hospitaliers, dont Camille Claudel à Angoulême, qui l'a poussé assez loin, c'est le plan prévention partagée. Alors, j'imagine que vous connaissez ce terme et que vous l'utilisez peut-être. Il s'agit, avec mes mots qui ne suis pas spécialiste, hein, mais il s'agit d'un outil en fait de repérage dans les semaines qui suivent l'admission, si possible assez proche de l'admission, un repérage avec le soigné, avec le patient, des facteurs qui pourraient déclencher une crise potentiellement violente. Mais aussi de voir avec cette personne quels sont les facteurs qu'elle-même a repérés comme des choses qui vont pouvoir justement diminuer la tension interne, l'apaiser et potentiellement ne pas déclencher une crise. Donc, les enjeux autour de ce plan de prévention partagé, c'est qu'il soit bien entendu connu des soignants, ça ne sert à rien que ça reste dans un tiroir ou dans un dossier, évidemment, et que ce soit des choses qui soient applicables dans la pratique. Et j'ai vraiment envie de vous citer un petit exemple qui peut faire sourire, mais qui est assez parlant. Un des patients avait noté dans son plan de prévention partagée de dire moi, ce qui me fait dégoupiller, c'est telle chose, mais ce qui me fait redescendre en tension, c'est de manger un kebab. Alors, ça nous a beaucoup fait rire sur le moment, mais quand je vous dis il faut que ce soit applicable dans la pratique, vous pensez bien que tous les CH n'ont pas un kebab à disposition, ni dans le congèle, ni ailleurs. Et donc, ils avaient trouvé, j'allais dire, un entre-deux, quelque chose de réalisable qui était un pain saucisse, et ça a convenu, et ça, j'allais dire, servi plusieurs fois. C'est peut-être ça peut paraître un petit peu une plaisanterie, mais je pense que ça peut donner des pistes véritablement dans la pratique, et si tant est que c'est réalisable et que ce soit pensé comme tel dès le début. Bien entendu, un tel plan est évolutif et la personne peut repérer au fur et à mesure de son évolution des facteurs qui vont être différents 6 mois plus tard, aussi bien des facteurs déclenchants qu'apaisants, donc c'est important de revenir dessus. Et moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est que ça favorise en fait le cheminement individuel et la thérapeutique que le patient va vivre lui-même. C'est quand même quelque chose qu'il a entre ses mains et qu'il peut transporter d'un établissement à l'autre, notamment dans ces fameux transferts qui peuvent poser souci. Et donc, on voit bien que l'enjeu, c'est la coordination et la communication des éléments de ce PPP, avec l'accord du patient, bien entendu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte d'information. Quatrième mesure, là aussi tout à fait préventive et bien en amont d'un passage à l'acte ou d'une crise, c'est la formation des professionnels, bien entendu. Et là, vous avez parlé déjà de différentes formations, de ce qui peut sur le suicide en général, mais on a repéré en 2022, au cours de cette démarche, on a repéré une formation qui s'appelle Socle Care et qui travaille vraiment très en amont sur la dimension relationnelle
du lien qui peut exister entre les soignants et les soignés, et en particulier sur les moments informels. Donc, c'est issu d'une recherche qui a été menée par le GRCPSI. Donc là, c'est un nom peut-être à retenir si vous le souhaitez. Et donc, les formateurs vont, de façon assez profonde, travailler avec les soignants de façon à pouvoir mettre en place une relation thérapeutique porteuse et qui aura pour effet justement d'aller vers plus d'efficacité en termes thérapeutiques et donc avoir potentiellement moins de contentieux d'isolement et également moins de passage à l'acte. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut formuler. Donc là, je vous ai un petit peu, vous l'aurez dans le PowerPoint, ce sont les objectifs en fait qui sont retracés sur cette diapo. En définitive, c'est oser la relation et oser s'investir en tant que personne, en tant que soignant dans cette relation, puisqu'on sait que c'est quand même la clé de beaucoup de choses en dehors de la médication. Et enfin, cinquième mesure qui peut paraître intéressante à la fois pour une personne qui va sortir d'isolement, voire de contention, et une personne qui va sortir d'une crise, d'un passage à l'acte, c'est le fait de faire un débriefing. Et les recommandations pour la contention isolement, après un épisode comme celui-là, il y a 2 types de débriefing qui sont recommandés par l'HAS, et on voit que c'est plutôt positif d'en faire, parce que pour le coup, quand on a mené des patients traceurs, ça nous a été relaté aussi bien par les équipes que par les patients. Donc un débriefing entre un soignant et le soigné qui puisse verbaliser ce qu'il a vécu sur ce moment-là, au moment du passage à l'acte ou au moment de la crise véritablement, ou au moment où il a été isolé, voire contentionné. C'est quelque chose qui peut être vraiment complémentaire au plan de prévention dont on a parlé tout à l'heure et qui va pouvoir faire une boucle, un retour sur le vécu, sur l'expérience de la personne. Et puis, ce qui est intéressant aussi et recommandé par l'HAS, c'est d'avoir un débriefing entre professionnels de façon à repérer pourquoi est-ce qu'on a eu recours à ce geste-là, pourquoi pas, est-ce qu'on aurait pu faire plus pour l'éviter dans le cadre de la contention et l'isolement. Donc, comme vous avez vu, c'est des mesures préventives, peut-être généralistes et qui peuvent paraître du bon sens, mais il me semblait intéressant de faire le parallèle avec un autre type de crise qui peut conduire à l'isolement et à la contention. Voilà. Alors, ça me permet de faire le lien, puisque là, on est dans le post-crise, le lien avec quelque chose qui est apparemment appelé la post-vention. Voilà, donc ça fait partie effectivement d'un sujet dont je voulais vous parler. Je regardais avant s'il y avait d'autres questions concernant ce dont tu viens de parler, Martine. Non, alors on va un petit peu continuer. Donc, moi, je voulais surtout partager avec vous 2 articles d'Hospimedia qui sont parus cette semaine donc dans Hospimedia concernant l'évaluation du risque suicidaire, la difficulté justement à évaluer le risque suicidaire. Alors, je ne vais pas vous raconter tout l'article, ça serait trop long. Par contre, il y a les références et des diapositives qui résument un petit peu. Mais l'idée, ce que je voudrais retenir, ce que j'ai retenu en fait de l'idée, c'est que c'est assez paradoxal. Ça paraît paradoxal pour des patients qui sont admis parfois pour un motif suicidaire d'arriver à ce passage à l'acte, et que pour les professionnels de santé, ce sont donc des gestes qui sont perçus comme imprévisibles, qui sont vécus comme un traumatisme par l'équipe et que les patients n'étaient pas forcément repérés. Donc, c'est à la fois très difficile d'évaluer ce risque et néanmoins, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le mettre en œuvre. Donc ça, c'est un petit peu ce que relate cet article, que je vous encourage à lire, et que même si ce repérage est extrêmement difficile, néanmoins, il faut le faire. D'accord ? Et que les facteurs de risque épidémiologiques sont parfois trompeurs, donc effectivement. Mais les antécédents personnels de tentative de suicide apparaissent comme le facteur de risque le plus grave. Je vous résume un petit peu tout ça, il faudra le regarder cet article. Ce qui est important, c'est de creuser les antécédents suicidaires des patients à leur arrivée, et pour pouvoir faire cette évaluation, et d'utiliser les outils. Alors, à la fin de ce webinaire, donc, vous aurez ces outils, et il y a pas mal d'échelles, donc c'est en lien avec la question qui a été posée, qui peuvent vous aider justement pour faire cette évaluation. Et cette évaluation, ce qui est important aussi, c'est non seulement de la faire, bien qu'elle soit difficile à faire, encore une fois, mais aussi de la tracer. Il faut une traçabilité de manière à pouvoir avancer. Donc, il y a des réponses institutionnelles qui sont faites par rapport au risque suicidaire. Donc, l'évaluation, mais pas que, ça ne suffit pas.
une stratégie de soins ajustée incluant une surveillance renforcée, comme vous l'avez dit aussi à Saujon. Donc, les réponses institutionnelles qui peuvent être proposées, les actions à mettre en place sont des revues de cas, des retours d'expérience. C'est-à-dire, il s'est passé un suicide, ben, on en parle en équipe et on essaie de comprendre. Donc, les revues de cas. Donc, la sécurisation de l'environnement, comme on l'a dit, l'accessibilité aux lieux, aux objets, l'organisation de la prise en charge, évidemment, la formation des équipes, encore une fois, ça c'est très important, et l'implication de l'entourage du patient. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et ça a été relayé dans cet article et je voulais le partager avec vous. La deuxième chose dont je voulais vous parler, puisqu'il reste encore un peu de temps, c'est le dispositif de postvention. C'est un thème qu'on ne connaît pas encore assez. Et en fait, l'expérience du GHU de Paris Psychiatrie en lien avec une expérience qui a été mise en place à l'hôpital du Finatier à Lyon, mais c'est aussi quelque chose qui s'est mis en place à Bordeaux, plus proche de chez nous, à l'hôpital Charles Perrins. C'est la mise en œuvre d'un dispositif de postvention qui vient renforcer les équipes de CUMP que vous connaissez, mais c'est en fait spécifique à la prévention du suicide. L'objectif, c'est d'écouter, soutenir les personnels et limiter le risque de contagion suicidaire, parce qu'on sait que lorsque un patient se suicide, une personne se suicide, il y a des séquelles auprès des personnes qui sont endeuillées. Le facteur de risque de suicide est en effet triplé chez les personnes endeuillées et qu'un suicide impacte généralement 26 autres personnes et en expose 135. Donc, on peut imaginer ce que ça représente pour une équipe de soignants, même s'ils sont dans cette, dans cette gestion du risque suicidaire. Lorsque ça arrive, ça a des conséquences très importantes en fait. Et l'idée, c'est d'avoir donc de constituer des équipes de volontaires. Là, c'est le cas à Paris, ce qui a été fait. Et je vous invite à lire encore une fois cet article. Il s'agit d'être proactif et d'aller au plus vite auprès des professionnels où le suicide a eu lieu, de les rencontrer à chaud le jour même. C'est-à-dire, c'est pas un débriefing, c'est ce qu'on appelle un diffusing. Et l'idéal, c'est de les rencontrer avant même qu'ils ne repartent chez eux. L'idée, c'est qu'aucun soignant qui a vécu un suicide ne reparte chez lui tout seul, sans en avoir parlé à un collègue. Alors là, il se trouve que ce sont des pairs, ce sont des infirmiers et des médecins psychiatres, et non pas des psychologues. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. L'idée, c'est d'avoir une approche collective et aussi une approche individuelle s'il le faut. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, donc les références sont là. Pour terminer, pour conclure, les préconisations de l'HAS de juillet 2022, je rappelle un petit peu donc ce qui est préconisé, c'est de définir au sein de l'établissement, dans le projet d'établissement, le programme d'établissement, les objectifs de prévention du suicide à un niveau institutionnel et organisationnel, de sécuriser l'environnement, on l'a déjà dit, d'évaluer le risque de suicide, d'évaluer la situation clinique du patient à son arrivée et tout au long du parcours lors du transfert, etc., de construire le plan personnalisé de sécurité, comme tu l'as dit Martine, de gérer l'événement quand il survient, et donc là apparaît le terme de postvention, de gérer la sortie d'hospitalisation, et là j'ai envie aussi de rappeler le dispositif vigilance qui permet d'avoir un suivi des personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide pour éviter la récidive, de penser aux secondes victimes, aux soignants, les formant, les informant, les accompagnant, et d'améliorer ainsi la culture de sécurité. Donc, le dispositif 3114, si vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, mais c'est très important de savoir qu'il est à la destination, il est destiné aux patients, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est destiné aussi aux professionnels de santé. On a au bout du fil des professionnels de santé qui peuvent conseiller d'autres professionnels de santé dans le cadre de prévention, d'organisation, etc. Donc, voilà, toutes ces références, vous les retrouvez. Voilà, on vous remercie. Voici donc les grilles qui vont rester à votre disposition, plus une bibliographie assez complète, mais non exhaustive en lien avec la prévention du risque suicidaire. Les prochains comptoirs proposés par le CECA, donc le jeudi 29 juin, c'est sur le circuit du médicament dans les établissements socio-médico-sociaux avec le MEDIT. Le prochain comptoir santé mentale, ce sera le 10 octobre et le thème sera les directives anticipées en psychiatrie en lien justement avec les pratiques d'isolement et de contention, mais ça sera vraiment les directives anticipées. Ça sera ce thème-là. Un webinaire ensuite qui sera
consacrés à la cybersécurité, entre autres. Voilà, il y a une diapositive aussi sur les formations du CECA qui sont proposées dans le secteur sanitaire et médico-social que vous retrouverez sur le site et aussi dans ce diaporama. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, voilà, sur notre site et à d'autres occasions. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir animé ce comptoir et à très bientôt. Ouais. OK. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Alors, il faut pas